Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les derniers films que je me suis achetés, qui s'étalent sur plusieurs mois, parce qu'il y en a ça fait quand même un petit moment qui sont sur ma pile. Il y a aussi quelques séries, et je vais aussi vous présenter les cadeaux qu'on m'a fait. Et là aussi ça fait un moment quand même qu'ils sont ici. Donc voilà. Donc on commence la vidéo avec les films que je me suis achetés, et on la terminera avec les cadeaux. Alors, on démarre avec l'excellent The Sadness, que j'ai eu le plaisir de découvrir au cinéma. J'ai bien aimé cette histoire de virus qui stimule l'imagination des gens, donc qui les pousse à faire d'horribles choses. Donc on est clairement dans un cauchemar gore, et ça fait du bien de voir ce genre de film sur grand écran. Ça faisait longtemps. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que l'histoire se déroule de nos jours, et je trouve ça plus immersif de plonger dans une société actuelle, parce que j'arrive à m'identifier à cette population. Et puis, il y a une très bonne tension. Il y a quelques courses-poursuites, et puis même les contaminés, je les ai trouvés flippants. Donc, ça aide à construire une meilleure tension. Et je suis très heureux de vous présenter l'édition que je me suis procurée. Donc, le 4K, le Blu-ray, un poster recto verso. Donc, il y a l'affiche originale et le visuel de l'édition de SC, ensuite plein de photos, le storyboard donc de l'attaque du métro, voilà, et un autocollant. Et on nous offre aussi un mois gratuit sur Shadows. Ensuite, Anything for Jackson, que j'ai pas encore vu. Le docteur Henry Walsh et sa femme Audrey forment un couple de satanistes fanatiques. Suite à la mort de Jackson, leur unique petit-fils, ils vont mettre en œuvre le projet funeste d'enlever une femme enceinte pour faire revivre le défunt en implantant son esprit dans le corps du bébé à naître. Mais Jackson ne sera pas le seul fantôme que le couple démoniaque va inviter. J'ai également pris le Blu-ray allemand qui regroupe les 3 montages du Black Christmas de 2006, donc les 2 montages américains, donc le non censuré, le censuré et le montage européen. Donc il y a il y a 2 morts différentes et la fin dans l'hôpital est beaucoup plus courte. Donc c'est pour ça que je préfère le montage américain. Et je tiens à préciser qu'il n'y a pas de version française ou de sous-titres français. Il n'y a que l'anglais et l'allemand. Et en sous-titres, il n'y a que les sous-titres allemands. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce film. Déjà l'esthétique, c'est à tomber. Donc la photographie, la maîtrise de la caméra, des plans, le format image. Ensuite on a quoi bah ouais, la déco, les meurtres, le casting que j'aime beaucoup également. Même si les personnages auraient pu être un peu plus épais, j'aurais aimé qu'ils aient un peu plus de consistance. Les meurtres sont très bons, et le background du tueur, waouh quoi. C'était bien tordu, bien malsain, ouais, c'était très glauque. Donc oui, très bon film pour moi. Et ce qui est génial aussi, c'est que pour la première fois, je vais voir le film en Blu-ray. Donc meilleure image, meilleur son, ça va être génial. Et en plus, bah, vu que le film visuellement il est magnifique, bah, le Blu-ray ça va lui rendre encore plus service. La première saison de Chucky, que je n'ai pas encore vue, et malheureusement je me suis fait spoiler sur certains trucs, y compris pour la saison 2, donc c'est super. Mais en tout cas j'ai hâte de m'y mettre, puisque les films, bah, c'est une de mes sagas préférées, et je suis content que cette série se déroule juste après le 7e film. Maintenant on passe à Exorcism of God. Alors vous savez que les films d'exorcisme, c'est pas du tout mon délire, mais celui-là, il m'a agréablement surpris. Alors au début, vous aurez l'impression de voir un plagiat de l'exorciste, que ce soit au niveau du scénario ou au niveau de certains plans, mais après le film va prendre une direction différente. Et j'ai trouvé ça intéressant, le parcours du prêtre et certaines situations, donc les scènes d'action ou même il y a des scènes de dialogue bah, que j'ai trouvées intéressantes. Franchement, il y a de bonnes idées dans ce film, donc j'ai envie de vous en parler, mais je vais pas le faire parce que si vous l'avez pas vu, ça va vous gâcher la surprise. Et je trouve ça dommage en fait qu'il soit pas sorti au cinéma, alors qu'à côté vous avez La Proie du Diable qui a eu cet honneur et que j'ai trouvé mauvais. Ensuite, il y a Sacrifice que je n'ai pas encore vu,
Donc je l'ai pris parce que la jaquette m'intrigue énormément. Donc j'ai un peu pris le risque de ne pas trop me renseigner sur le film. Alors, Béatrice vit avec sa fille et ses parents dans une maison au bout d'une vaste tourbière. Dans ce coin tranquille, un très vieux cadavre est déterré. Une nuit, la famille est attaquée par un inconnu. De vieux souvenirs réapparaissent du passé. Aidée par un enquêteur, Béatrice veut absolument trouver une explication. Plus elle creuse, plus la piste d'une malédiction familiale fait jour. Je m'attaque à Tourist Trap, donc le piège. Alors lui, une très belle découverte. Donc j'avais découvert en DVD il y a plusieurs années. Et dès que j'ai su qu'ils allaient en faire un Blu-ray, j'étais trop content, j'étais excité de ouf. Donc si vous n'avez pas vu, je vous le conseille, avec cette histoire de mannequin de cire. Donc, je vous en dis pas plus, mais je vous le recommande. On continue avec Ne dis rien, que je n'ai pas encore vu. Donc en fait, ouais, j'alterne film que j'ai vu, film que j'ai pas vu, film que j'ai vu, et ainsi de suite. Ne dis rien qui m'a l'air assez dur psychologiquement. Donc je dis ça par rapport au retour qu'on m'a fait. Donc en vacances en Toscane, une famille danoise se lie d'amitié avec une adorable famille néerlandaise. Des mois plus tard, elle reçoit une invitation des Néerlandais à venir séjourner dans leur maison isolée le temps d'un week-end. Tout ne va pas se passer comme prévu. Je sens que je vais être en état de choc après la séance. Euh, ouais, je crois que le mieux c'est de regarder le film, enfin de découvrir le film avec des amis, parce que sinon je crois que ouais, je vais être secoué. Ou alors il faudrait que je me regarde un Scary Movie derrière pour que j'aille mieux. Ou alors un Tucker and Dale Fight le Mal, ou un Vampire en toute intimité, parce que ça va être chaud. Donc je m'attends au pire. Et en fait, si ça se trouve, ça va même pas être ouf, mais bah, je le sens bien. Enfin, je le sens bien, ou je le sens mal, c'est selon. Mais je pense que le film va être assez costaud psychologiquement. Ensuite, vous avez la superbe édition de Souviens-toi l'été dernier. Donc, vous avez quelques photos. Vous avez la lettre pour Julie. Voilà, voilà, voilà. Le poster. Donc, c'est celui de cette édition. Attendez, je vous montre aussi ce qu'il y a derrière. Voilà. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Oh, oh là 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 là. Je suis in love. In love. Oh. Ensuite, le retour de Megan Fox. Alors, je ne l'ai pas encore vu. Dans une maison isolée dans la neige, une jeune femme se réveille menottée au corps sans vie de son mari. Incapable de se libérer, démunie, sans téléphone pour appeler du secours, elle découvre que des tueurs à gages sont en route pour venir l'éliminer. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la suite de mon film de requin préféré, que j'ai découverte il y a quelques jours, et c'était sympa. Déjà, je suis content que ce ne soit pas un gros copier-coller du 1. Alors, la première partie du film, elle est très bonne. Donc, il y a une bonne tension. Il y a des moments où, oui, j'ai bien stressé. Après, je trouve que la deuxième moitié est moins palpitante, moins stimulante. C'est un peu dommage. Mais sinon, je me suis pas ennuyé. Les personnages sont sympas. Les actrices s'en sortent plutôt bien. Les apparitions du requin sont soignées, même s'il y en a une qui n'est pas terrible, mais ça va, ça dure qu'une ou deux secondes, donc ça va. Mais sinon, pour un film de requin, c'est quand même propre. Globalement, c'est très clean pour un film de ce genre. Après, faut pas vous attendre à ce qu'il y ait beaucoup de morts. Donc on met surtout en avant l'aspect tragique, et ça fonctionne plutôt bien. Même si l'un des personnages qui a un gros traumatisme est assez chiant, oui, parce qu'il y a une des nanas qui était assez casse-couille par moment, mais heureusement, il y a d'autres passages où elle était quand même plus agréable, plus supportable. Et puis, bon, l'actrice, elle s'en sortait bien. Donc, encore une fois, niveau interprétation, ça va. On a un acting d'assez bon niveau, même si c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Ensuite, il y a The Cleaning Lady, donc que je n'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de me le faire. Enfin, je sais, je dis ça pour tous les films, mais ça se fait, petit à petit, chaque chose en son temps. Alors, j'ai des amis qui m'ont dit que c'était un film fait pour moi. Donc, de ce que j'ai compris, c'est un film d'horreur intimiste.
et j'adore ce type de film. Pour oublier ses problèmes de cœur, une jeune femme se lie d'amitié avec sa femme de ménage au comportement asocial et au visage gravement brûlé. Elle va apprendre à ses dépens que les cicatrices de sa nouvelle amie sont plus profondes qu'elle ne le pensait. Alors lui, il a rejoint mes nanars préférés. Donc plus je le revois, plus mes sentiments sont forts pour ce petit film qui me rappelle un peu les slashers que je découvrais à la télé sur Énergie 12 à l'époque. Donc ce n'est pas vraiment un compliment en soi, mais pour moi c'en est un. Donc je le trouve attachant malgré ses putains de nombreux défauts. Mais il a aussi des qualités. Mais en tout cas, j'ai pris ce nanar en Blu-ray. Donc ça, c'est le Blu-ray allemand, parce que de ce que j'ai compris, il n'y aura pas de Blu-ray français. Ce qui est dommage, il y aura juste le DVD. Donc je me suis servi. Donc malheureusement, il n'y a pas de bonus. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le revoir, et surtout en plus en qualité Blu-ray. Donc je n'allais pas cracher dessus. Ensuite, il y a ce film qui est sur ma liste depuis des années. Alors, l'histoire, honnêtement, c'est chaud. Une petite ville paisible des États-Unis se trouve soudainement hantée par un fait divers effroyable. Une jeune fille se fait réveiller par des bruits étranges chez elle, et elle retrouve ses parents ligotés et bâillonnés par un tueur qui lui laisse 60 secondes pour choisir entre la mort de son père ou celle de sa mère. Donc ouais, je crois que c'est une des choses les plus hardcore que je n'ai jamais entendues en ce qui concerne un film. Alors, Alice, Sweet Alice, que j'ai trouvé très bon. Donc, je l'ai découvert en DVD il y a très 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 longtemps. Je crois que j'étais encore au lycée. Et malheureusement, j'avais pas passé un super moment parce que l'image du DVD était affreuse. Donc, et en plus, bah, à l'époque, je m'attendais à un film bourré de scènes d'action, avec beaucoup de morts. Et finalement, bah, ça n'a pas été le cas. Donc, en plus de la qualité image qui était très laide, ça m'a pas aidé à passer un bon visionnage. Et bizarrement, j'ai eu la sensation que je devais racheter le film, mais du coup, avec ce Blu-ray, je savais que j'allais trouver le film meilleur. Et c'est un bon mélange de plusieurs genres. Donc, c'est un thriller psychologique, dramatique, horrifique. Donc, j'ai bien accroché au personnage d'Alice. Et en cours de route, on a un twist que je n'avais pas du tout vu venir. Et la fin, elle est très troublante. Elle est ouverte à l'imagination du spectateur et j'aime ça. C'est déstabilisant. Midnight Silence. Donc, c'est avec une sourde muette et un tueur. La chasse peut commencer. Donc, c'est dans la lignée de Sans un bruit et Don't Brief. Donc, deux films que j'ai bien aimés. Et en plus, Midnight Silence, c'est coréen. Donc, il a encore plus de chances de me plaire. Parce que les Coréens, je trouve qu'ils sont très forts dans le domaine horrifique, le suspense, le tragique. Donc, voilà. La maison près du cimetière, qui est un de mes Lucio Fulci préférés. Donc, j'adore l'ambiance de la maison, la cave, avec le monstre qui s'y cache, avec ses pleurs d'enfant. Ça me donne la chair de poule. Ensuite, The Cursed, le film, par le créateur du Dernier Train pour Busan et Peninsula, donc un autre film coréen. J'ai hâte. Suite à une série de meurtres étranges, une journaliste spécialisée dans le paranormal, Im Jin-hee, est appelée en renfort pour mener l'enquête. Alors que la théorie d'un tueur en série semblait la plus plausible, plusieurs corps se mettent à mystérieusement disparaître. Une course contre la montre s'engage pour la journaliste car les morts se réveillent. Le film qui a inspiré la série culte Netflix du même nom. Ensuite, Urban Legend 1 et 2. Alors le 1, je le trouve très bon. Le 2, alors même s'il est inférieur au premier, eh ben, j'ai plus de sentiments pour cette suite. Tout simplement parce que c'est l'épisode que j'ai découvert en premier. Je l'ai vu très 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 jeune à la télé. Je l'avais même enregistré sur cassette. Et ouais, il y a plus de moments qui m'ont marqué. Donc déjà la scène d'ouverture dans l'avion, enfin dans l'avion, c'était une scène tournée par les personnages du film. Donc j'ai beaucoup aimé le côté méta. Et aussi,
On a la scène de la salle de bain, de la baignoire, donc qui est pour moi la meilleure scène du film. Et en plus, la mort de la meuf, elle est assez brutale. Et après ça, c'est dommage que les autres morts soient aussi fades, aussi plates. Et puis le coup du frère jumeau, ouais, bon, c'était un peu, je sais pas, ça faisait un peu Scooby-Doo. Je sais pas, c'était, j'ai eu du mal à prendre ça au sérieux. Mais sinon, à part ça, bah, c'est un bon Whodunit. Il y a plein de scènes qui m'ont marqué. Donc celle du train fantôme, celle avec l'héroïne et son ami qui se font poursuivre dans une tour, je crois. Il y a plein de bons moments. Alors après, j'ai pas pris le troisième Urban Legend, tout simplement parce que je trouve que ça ne vaut pas le coup de le racheter. Donc moi, je me contente du DVD. Surtout que l'image du DVD est encore très propre, le son l'est également. Et puis, ouais, c'est pour moi c'est un nanar, mais c'est pas un de mes nanars préférés. Ensuite, nous avons la septième saison de Fear the Walking Dead. Alors, la première saison, je l'avais trouvée correcte. La deuxième, meilleure. La troisième, vraiment très bonne. Et puis la saison 4, par contre, pas terrible. La saison 5, mauvaise. Par contre, la saison 6, elle relève bien le niveau. Je l'ai trouvée très bonne. Et puis bah, j'ai hâte de me faire cette saison 7. Ensuite, vous avez le nouveau Slumber Party Massacre. Alors là, on est sur un ton plus léger que celui du film original, mais ça ne m'a pas empêché de passer un bon moment. Et ce qui est très bien, c'est le fait qu'on ait conservé l'esprit du film original, donc le côté old school, sanglant, voyeuriste, le côté divertissant aussi. On a également plein de clins d'œil à l'œuvre originale, donc le prénom de certaines victimes, on a aussi certains plans, certaines images qui sont symboliques, donc qui étaient des images clés du film des années 80. Et il y a aussi des différences avec le film original qui font plaisir. Donc déjà, il y a des twists que je n'avais pas vu venir. Et en plus, bah, on a inversé la position de l'homme et celle de la femme. Donc cette fois-ci, c'est l'homme qu'on va surtout voir à poil. On va contempler son corps, sa plastique, ce que j'ai trouvé plutôt cool. On continue avec la première saison de Dead Crossroads. Désolé pour l'accent, mais j'ai un peu de mal avec ce mot-là. Donc, explorer les endroits les plus hantés de France avec la première série documentaire sur les maisons hantées françaises. Dead Crossroads innove dans l'épouvante et vous montre la France comme vous ne l'avez jamais vue. Un journaliste et un expert en survie explorent les ruines les plus hantées du pays et y passent une journée et une nuit pour filmer les phénomènes paranormaux les plus terrifiants. Donc j'ai hâte de la découvrir. Par contre, j'ai déjà vu la deuxième saison parce que je ne savais pas que c'était une saison 2, tout simplement. Parce que bah, la jaquette ne le disait pas. C'était juste écrit Dead Crossroads, les dossiers interdits. Mais j'avais pas vu que c'était une deuxième saison. Donc une deuxième saison que j'ai trouvée plutôt sympa. C'est surtout l'ambiance qui m'a plu. On poursuit avec le très sympathique Superhost. Donc c'est avec un couple de vlogueurs qui voit son nombre d'abonnés en train de descendre. Et ils font tout pour essayer de retrouver le succès qu'ils ont connu avant. Et donc ils vont louer un chalet à la montagne et ils vont rencontrer forcément la propriétaire qui est en fait une véritable cinglée. Donc j'ai beaucoup aimé cet antagoniste. L'actrice, elle s'est donnée à fond dans ce rôle. Elle est vraiment excellente. Et j'ai bien aimé aussi suivre le fameux couple. Donc voir l'envers du décor, les voir dans leur métier, donc derrière l'écran. Après, j'ai trouvé la fin décevante. Je m'attendais à un retournement de situation, à un twist, et finalement, bah, ça se termine d'une manière banale. Je trouve que la fin qu'on a eue, elle n'exploite pas du tout le potentiel de l'idée de base. Mais sinon, ça reste un film très sympa. Ensuite, nous avons The Witch in the Window. Alors, Finn, un garçon de 12 ans, habite New York avec sa mère, avec qui il entretient une relation très tendue. Pour le bien de son fils, Simon décide de l'amener dans une maison qu'il vient d'acquérir dans le Maine. Finn et son père vont rapidement réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans cette demeure.
Une mystérieuse entité compte bien leur signifier sa présence coûte que coûte. À la fois terrifiant et sublime. J'ai hâte. Les animaux anonymes. Alors, le concept m'a rappelé celui de The Farm, avec les animaux qui échangent de rôle avec les humains. Donc, les humains qui deviennent le bétail, et les animaux les bourreaux. Donc, mais j'ai trouvé les animaux anonymes différents de The Farm, dans un sens. Le film, il a quand même son identité, il est singulier. Alors, il y a un côté un peu expérimental qui ne m'a pas déplu, et pourtant à la base, c'est pas trop mon délire, mais là, je trouve que ça passait. Alors après, l'histoire aussi, elle m'a intéressé, donc ça a aidé aussi. Et puis l'ambiance, elle est vraiment très bonne. Donc on est dans un univers assez brumeux, assez calme, anxiogène. Et puis, c'est un film qui respecte son concept, donc on va l'exploiter jusqu'au bout. Donc les victimes, qui sont humaines, elles ne parlent pas, elles n'ont pas de prénom, elles sont vraiment dans l'anonymat. Et c'est exactement le cas dans la vraie vie pour les animaux. Ensuite, j'ai pris The Vigil, qui est sur ma liste depuis un petit moment. Donc, New York, Brooklyn. Après avoir fui sa communauté juive orthodoxe, Yaakov accepte contre son gré d'assurer la veillée funèbre d'un membre décédé de celle-ci. Désormais seul avec le corps dans une maison délabrée, il se retrouve confronté à des phénomènes étranges et de plus en plus inquiétants. On passe ensuite au cinquième Scream, donc je vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous ai fait une grosse critique il y a pas longtemps. Donc j'ai passé un agréable moment devant cet épisode, même s'il m'a déçu sur certains points. Donc voilà. Hush, en route vers l'enfer, donc qui est sur ma liste depuis plusieurs années. Dans le centre de l'Angleterre, un jeune couple, Zakes et Bess, roule la nuit sur l'autoroute. Un semi-remorque manque de les percuter en les doublant et les portes arrière s'en trouvent fugacement. Zakes aperçoit alors une jeune femme terrifiée, hurlant à l'intérieur d'une cage. Le camion disparaît rapidement de leur vue. Seul témoin, il se lance à sa poursuite. Puis nous avons cette magnifique édition du remake américain de Ring. Regardez-moi ça. Bon, là encore, c'est sympa, mais c'est surtout ce qui s'y cache qui est super. Regardez-moi ça, non mais... regardez-moi cette beauté. Non mais regardez-moi ça, quoi. Contemplez-moi ça. Embrassez ça. Oh là 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 là. Je suis pas un gros fan des steelbooks à la base, mais sachez que si j'en prends un, c'est vraiment parce que je le trouve magnifique. Et pas seulement beau, non. Il faut vraiment qu'il soit magnifique. Donc j'ai une grosse préférence pour cette version américaine. Alors j'aime bien la japonaise, mais l'américaine, je la trouve plus marquante. Déjà visuellement, avec les couleurs froides, glaciales, il y a vraiment cette ambiance de mort avec ces couleurs-là. Et ouais, il y a de magnifiques images, l'ambiance, ouais, je l'ai trouvé meilleure. Mais mes sentiments sont plus forts pour cette suite, donc que je trouve plus sombre. Alors, moins marquante visuellement, mais elle reste quand même très bonne sur ce plan-là. Mais oui, je la trouve plus sombre, plus terrifiante, et il y a plus de scènes qui m'ont marqué. Donc la scène de la salle de bain avec la baignoire, la scène avec les cerfs sur la route, la scène finale dans le puits avec Samara et Rachel. Ensuite, le passage dans l'asile psychiatrique. La scène d'ouverture aussi, avec le jeune couple qui était cool. Donc oui, il y a plein de scènes que j'ai trouvé top. On continue avec ce film que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est ma sœur qui m'en avait parlé. Donc ça m'a donné envie. Bienvenue chez vous. Alors, un déménagement qui vire au cauchemar. Madrid, 1976. La famille Olmedo s'installe dans le quartier de Malasaña. Ils sont enthousiastes à l'idée de s'installer dans la capitale à une époque de profonde transformation pour l'Espagne. Mais il y a quelque chose que la famille ne sait pas encore. Dans la maison qu'ils ont achetée, ils ne sont pas seuls. Une présence mystérieuse veut les faire partir et va transformer leur nouvelle vie en un cauchemar des plus effrayants. La première saison de Day of the Dead. Après, je ne sais pas s'ils vont en faire une deuxième, et honnêtement, je n'y crois pas trop, même si j'aimerais bien qu'ils en fassent une, parce que j'aime bien le groupe de survivants, et aussi parce que globalement, j'ai passé un agréable moment, malgré quelques failles.
Parce que le truc, c'est que la série ne sait pas trop sur quel pied danser entre le premier degré et le second. Il y a aussi des moments de remplissage. Il y avait des passages qui étaient complètement inutiles, ou alors qu'on étirait inutilement. Donc c'est dommage. Au lieu d'avoir fait des trucs comme ça, on aurait pu développer d'autres éléments. Et il y a quoi d'autre aussi? Ouais, il y a certains raisonnements de la part de certains personnages qui n'étaient pas très crédibles. Mais sinon, ça reste. J'ai passé quand même un agréable moment, encore une fois. Donc les zombies, j'ai adoré leur look, les maquillages sont top. Et puis le gore aussi, oh là là, délicieux. On a même reproduit une mort hyper gore du film de Romero. Donc, et c'était excellent. Après, oui, les zombies aussi, il y a un autre problème. C'est que bah, les scénaristes, ils se sont pas mis d'accord sur la façon de les tuer. Parce qu'il y en a qui meurent d'une balle dans la tête, et il y en a d'autres, bah, tu leur tires dans l'abdomen, et puis ça y est, ils se relèvent pas. Mais sinon, encore une fois, j'ai bien aimé les personnages, il y en a qui ont très bien évolué. Il y en a, ouais, il y en a, je m'en foutais un petit peu au début, et à la fin, ils ont gagné tout mon respect. Donc oui, il y a un bon travail sur les personnages quand même. Donc ouais, il y en a trois ou quatre qui sortent du lot. Donc globalement, c'est une saison sympathique, mais s'il n'y a pas de deuxième saison, je ne serais pas trop surpris, honnêtement. On passe ensuite à We Go On. Paralysé depuis toujours par sa peur de la mort, Miles Grissom vit cloîtré chez lui. Il décide alors de poster une petite annonce dans le journal. Il offrira 30 000 $ à la personne qui parviendra à lui montrer un fantôme, un ange, un démon ou toute autre manifestation prouvant qu'il existe bel et bien une vie après la mort. Parmi les nombreuses réponses qu'il reçoit, son choix va s'arrêter sur trois profils: un scientifique, un médium et un entrepreneur. Le cauchemar commence. Intéressant. Incroyablement terrifiant, un film dans la veine de Insidious. Le film va très loin et il le fait avec brio. Ouh. Puis on a l'édition du 40e anniversaire du troisième vendredi 13, donc qui fait partie de mes épisodes préférés. Bon après, il y a des sentiments en plus pour celui-là parce que c'est le premier que j'ai découvert. Donc j'ai pris ce steelbook bah, parce que je le trouve trop classe. Mais regardez-moi cette affiche quoi. Ils l'ont gardé quoi. Donc ça fait énormément plaisir. Voilà. Le bon fils que l'on m'a conseillé, Henry Evans, est un charmant et brillant garçon de 12 ans. Mais son sourire angélique cache de terribles secrets. Seul son cousin Mark voit que le mal habite ce bon fils et qu'il menace la vie de toute la famille. Débute alors entre les deux garçons un véritable combat entre le bien et le mal. Ensuite, nous avons cette histoire de kidnapping, donc les deux gamins qui se font enlever et qui se retrouvent en pleine campagne. Donc on a celui-là qui doit délivrer son meilleur ami. Et ouais, c'est un bon petit huis clos, avec un bon suspense, il y a une bonne tension. Les gamins, ils sont très vite mis en difficulté, donc ça rend l'histoire plus intéressante, même s'il y a deux ou trois petites facilités scénaristiques. Et puis, le début, bah, on nous présente les gamins, mais ça se fait trop rapidement. Je trouve que les gamins manquaient un peu de consistance en termes de personnalité. Mais sinon, ça reste un bon film, un bon petit film. Donc, ouais, je vous le conseille. Et puis, les motivations de l'antagoniste sont assez terrifiantes. Et puis, l'acteur principal est très bon. Donc, franchement, le gamin, il se débrouille super bien. Et j'ai hâte de le revoir dans d'autres films. Ensuite, il y a Della Morte dell'Amore. Donc, Francesco Della Morte est le gardien du cimetière de Buffalora en Italie. Avec son comparse Gnaghi, il veille à ce que les morts restent dans leur tombe, surtout depuis qu'un phénomène inexpliqué provoque leur retour en zombie après 7 jours passés dans leur sépulture. Alors lui, c'est un de mes petits protégés, donc Inséminoïde, qui se déroule sur une planète hostile, mais on va surtout se retrouver dans des cavernes, et bien évidemment aussi dans le vaisseau des personnages qui font des recherches sur cette planète. Alors, c'est vrai que le rythme est un peu lent par moment, et c'est vrai que dans l'horreur, ça ne va pas suffisamment loin. Et puis, les fameux extraterrestres, eh ben, ils disparaissent du récit en cours de route, tout d'un coup. Donc, ce qui est dommage.
Mais à côté de ça, j'ai quand même passé un agréable moment. Je trouve le film attachant pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai bien aimé la dégradation mentale du personnage principal féminin. Ensuite, esthétiquement, le film est très bon. Les musiques sont cool. Parfois, la musique, elle rendait certaines scènes plus glauques. Donc, je pense à la scène de l'insémination. Et puis aussi, on a pas mal de courses-poursuites dans ce film. Donc, forcément, vous savez que les courses-poursuites et moi, c'est un amour fou. Moi, j'aime bien la science-fiction horrifique des années 80. Après, je vous le dis tout de suite, la version originale avec sous-titres français propose une fin plus longue. Donc, je vous la conseille. C'est plus abouti. Donc, voilà. Et c'était aussi le cas pour le DVD de Neo Publishing. Ensuite, je vous présente Faces. Donc, elle a vu le tueur, mais elle ne discerne plus les visages. Donc, d'après la jaquette du DVD, c'est un thriller Hitchcockien. Donc, avec notre fameuse Alice de Resident Evil, et surtout Julian McMahon, le fameux Cole Turner de la série Charmed. Donc, j'ai hâte de le revoir. Par contre, j'ai vu celui-là, Kingdom Come, qui est sympathique et attachant malgré ses défauts. Donc, c'est un groupe de personnes qui se réveillent dans un hôpital psychiatrique abandonné. Donc, elles vont découvrir qu'elles ne sont pas seules. Alors, le film, il a plus de profondeur que je le pensais. Et le film, il dévoile son histoire petit à petit. Donc, il y a des révélations très intéressantes que je n'avais pas vu venir. Et puis, les créatures, je les ai trouvées cool. Donc, voilà. Après, les acteurs ne sont pas ouf. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y a certaines scènes qui étaient censées être émouvantes. Mais ça ne marche pas trop. Donc, ça, c'est l'un des gros défauts du film. Après, il y a certaines réactions de la part de certains personnages qui sont pas très crédibles. Mais sinon, j'ai passé un bon moment devant. Et malgré son petit budget, le film il arrive à faire avec les moyens du bord. Ensuite, The Unseeable, que je ne connaissais absolument pas. Après la disparition mystérieuse de son mari, la jeune Noël Jeanne, enceinte, trouve refuge dans une immense propriété. Elle est sommée par la gouvernante de ne pas s'approcher de la bâtisse au centre du jardin. En ces lieux demeure la propriétaire des lieux en compagnie de son mari dit inhumain. Malgré d'inquiétantes apparitions, Noël Jeanne ne peut contenir sa curiosité, mettant sérieusement sa vie en danger et celle de son nouveau-né. Ensuite, Bruiser, donc de George Romero. C'est Valentin qui me l'a fait découvrir, qu'on appelle Goldie, donc qui dirige la chaîne YouTube des oubliés du cinéma d'horreur avec Libellule et Colombe. Donc merci à toi frérot pour cette découverte. Donc alors c'est pas un de mes Romero préférés, mais je l'ai trouvé très intéressant. Je le trouve attachant. Donc c'est un gars qui se retrouve avec un masque blanc qui lui colle à la peau et il va se venger de tous ceux qui lui ont pourri la vie. Et il va aussi rechercher son identité, enfin il va essayer de retrouver son identité. Donc c'est un petit film intimiste, c'est un mélange de drame social et de thriller, je dirais. Alors celui-là, j'ignorais totalement son existence. Je suis tombé dessus il y a pas longtemps dans l'un de mes deux Easy Cash. Hantée par des visions de violence et de mort, une jeune auteure à succès de livres pour enfants décide de partir à la campagne pour se reposer. Elle devient alors le personnage principal d'un mystère surnaturel qu'elle doit résoudre pour sauver sa vie. On enchaîne avec Wormwood Apocalypse, qui est un petit film de zombies sympathique. Donc les zombies sont cool, le look comme les maquillages. C'est bien sanglant comme il faut. Le rythme, il est très bon, c'est bien dynamique. Et on est dans un univers très coloré. C'est assez déjanté aussi. Après, c'est pas le genre de film que je reverrai, je pense. Parce que, bah oui, ça se regarde, mais j'ai pas eu ce feeling que j'attendais avec ce film. Et j'aurais aimé aussi m'attacher un petit peu aux personnages. Et à un moment, on nous fait croire qu'on a des personnages qui sont morts, sauf qu'à la fin, ils reviennent, donc du coup, ça dédramatise un peu la situation, ce qui est dommage. Et cette actrice, elle surjoue de ouf, et ça m'a un peu dérangé quand même. Mais sinon, ça reste un petit film sympathique à découvrir. Ensuite, vous avez deux films de Christopher Smith. Donc c'est un réalisateur que j'adore. Donc il a fait Triangle.
avec Melissa George. Il a aussi fait Sévrance et Creep de 2004. Donc Banishing, La demeure du mal. Alors, j'ai pas vu ces deux-là. Angleterre, dans les années 1930. Un jeune révérend, sa femme et leur petite fille emménagent dans un manoir. Bientôt, un esprit vengeur prend possession de la fillette. Les parents sont contraints, afin de sauver leur enfant, de remettre en doute leurs croyances et de se tourner vers la magie noire. Et puis on a celui-là, que j'ai découvert grâce à l'un des anciens Mad Movies. Angleterre, 1348. Décidément, alors qu'une épidémie de peste bubonique ravage le pays, Osmond, un jeune moine, reçoit la mission d'accompagner un groupe de chevaliers mené par le redoutable Ulrich pour enquêter sur d'étranges phénomènes se produisant dans un petit village reculé. Il semblerait en effet qu'en ce lieu, les morts reviennent à la vie. Alors lui, c'est comme Arthur Malédiction. Il me rappelle le genre de slasher que je découvrais à l'époque sur Energy 12. Donc après, tous les défauts ne sont pas similaires à ceux d'Arthur Malédiction. Il en partage quelques-uns, mais ça reste du mauvais slasher, mais je le trouve attachant et divertissant. Donc c'est avec un groupe de jeunes qui a le malheur de se retrouver dans un petit village, paumé dans les bois, et donc ils vont rencontrer le fameux cavalier sans tête. Et je tiens à préciser que j'ai bien aimé les meurtres, même s'ils étaient répétitifs, parce que bon, c'est le cavalier sans tête, donc on s'attend à une série de décapitations. Mais ce que j'ai bien apprécié, c'est que les scénaristes ont eu des idées dans la façon de trancher des têtes. Donc ça se faisait pas toujours de la même manière. Et puis j'aimais bien l'ambiance automnale. Et les décors étaient sympathiques. Et la musique, même si elle était cheap, bah ça m'empêchait pas de trouver le film attachant, justement. Donc il y a un petit côté nanardesque. Alors cette suite, je l'ai découverte quand j'étais encore à l'école élémentaire. Et honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Enfin, à part la scène d'ouverture avec l'accouchement, il me semble, eh ben, je ne me souviens de rien. Donc pour moi, ce sera comme si je l'avais pas vu, tout simplement. Ce sera comme si j'avais juste vu un extrait du début avec l'accouchement et c'est tout. Donc le premier, je l'adore. Il m'avait marqué quand j'étais gosse. Donc ce sera toujours, je l'aimerai toujours le premier. C'est vraiment un chef-d'œuvre de ouf. Mais du coup, ouais, ce film ne m'a laissé aucun souvenir. Donc je ne sais pas si c'est bon signe. Mais j'ai hâte du coup de me le refaire. Alors lui, il m'a fortement déçu. Donc on me l'avait conseillé au dernier festival du Bloody Weekend. Parce que j'aime bien collectionner certains nanars. Surtout quand c'est vieux et que c'est italien. Et lui, en fait, c'est un hommage justement aux productions de ce genre. Donc lui, par contre, il date de 2021, si je dis pas de conneries. 2020, pardon. Donc le début était prometteur avec les exécuteurs. Sauf qu'après, bah, je me suis un peu fait chier. Et les acteurs, leur jeu, oh là là, il m'agaçait. J'aurais aimé me marrer la gueule, mais non. C'était désagréable, c'était chiant. Alors après, il y a quelques bonnes idées, comme le fameux monstre qui pousse sur le dos d'un mec. Mais ouais, je me suis ennuyé, et puis j'étais de moins en moins dans le film. Donc à un moment donné, j'ai même cru que j'allais arrêter, mais bon, ça je le fais pas parce que j'aime bien me faire un véritable avis sur un film. Donc je ne peux pas me faire un avis si je ne regarde pas le film en entier. Ensuite, celui-là, je l'ai découvert grâce à des potes sur Instagram et l'affiche m'a intrigué. Donc, en proie à des difficultés, Georges Lomaque cherche désespérément à sauver sa famille. Arrivant à peine à joindre les deux bouts, il se tourne vers le seul endroit qui peut sauver sa maison, l'industrie du gaz et du pétrole. Ne tenant pas compte des avertissements de sa voisine, il devient vite évident que Lomaque a conclu un pacte avec le diable. Une terreur rampante a été libérée des profondeurs de sa terre fertile, tandis que des proches de Georges deviennent des ombres d'eux-mêmes. Les deux voisins luttent maintenant pour leur survie contre un poison qui infecte leur sol. C'est plutôt original. Ensuite, Escape Game 2. Donc le premier, je l'avais trouvé très sympa. Et cette suite, je l'ai trouvée tout aussi divertissante. Donc je remercie Maëva de me l'avoir fait découvrir. Par contre, elle me l'a fait découvrir dans sa version longue.
Et ça l'avait perturbée parce qu'elle me disait devant le film, mais putain, ce personnage-là, je l'ai pas vu quand j'ai vu le film au cinéma. Donc elle parlait du personnage joué par Isabelle Forman, donc notre fameuse Esther, Lina Clameur. Donc c'est le début et la fin qui sont totalement différents de ceux de la version cinéma. Donc finalement ce n'est pas vraiment une version longue mais plutôt une version alternative, même si toute la partie centrale avec les candidats, les épreuves et tout, c'est la même. Et du coup elle m'a montré le début et la fin de la version cinéma, et je vous avoue que je préfère la version alternative. Je préfère la version longue parce que ça se termine sur quelque chose de plus intéressant. J'ai trouvé ça plus intéressant, un peu plus sombre. Et puis ce que je n'avais pas du tout aimé dans la version cinéma, c'est qu'on ramène un personnage que l'on croyait mort dans le premier, et du coup ça dédramatise tout. Surtout que c'est un personnage que j'aimais énormément dans le premier, enfin c'était même mon personnage préféré, et on nous apprend que ce personnage-là n'était pas mort, donc je n'ai pas trop apprécié le délire, même si la raison de son retour était plutôt originale, bien trouvée, et bah non, je préfère quand même le début et la fin, la vraie intrigue de la version alternative. Ensuite, nous passons à Dark Country en 3D. Donc j'ai beaucoup hésité à me le prendre. Ça faisait des années que j'hésitais. Donc j'ai découvert son existence grâce à l'un des vieux Mad Movies. Donc maintenant je me suis lancé. Et en plus, le casting, il est très intéressant. Donc, Thomas Jane, Lauren German, Ron Perlman. Bon, Ron Perlman, on ne le présente plus. Mais Thomas Jane, franchement, quoi. Il m'a marqué dans Peur Bleue et The Mist. Donc, j'ai adoré ces deux rôles. Et on a aussi Lauren German, qui est de la partie. Donc, elle a joué l'héroïne du deuxième Hostel. Et c'est aussi l'autostoppeuse du remake de Massacre à la tronçonneuse. Deux jeunes mariés traversent le désert de nuit en voiture alors qu'ils reviennent de Las Vegas. Perdus au milieu de nulle part, ils assistent à un terrible accident de la route et se portent au secours du conducteur horriblement défiguré. Ils vont cependant rapidement le regretter lorsque celui-ci va les attaquer, les forçant à commettre l'impensable. Traqué par la police locale et mettant en doute la confiance qu'ils ont l'un pour l'autre, le jeune couple va s'enfoncer dans un cauchemar paranormal où les apparences sont violemment trompeuses. J'ai aussi pris Revenge, A Love Story, donc c'est Maeva qui me l'a conseillé. Alors j'ai trouvé le film sympathique, donc esthétiquement le film est top. Au niveau de l'histoire, c'est quand même assez bien recherché. Après, le scénario il a quand même des failles. C'est-à-dire que parfois il y a quelques incohérences, il y a quelques trous scénaristiques, et on a une histoire d'amour qui manque cruellement de développement. Et puis la dernière scène du film, je l'ai pas du tout aimée. Donc c'était grotesque, et en plus c'était inutile. Alors oui, elle était là pour nous dire que la violence engendrait la violence, mais ça on l'avait déjà compris. Mais sinon à côté de ça, on a une très bonne ambiance, donc relativement noire, et en même temps, il y avait des moments touchants, il y avait de belles scènes, et à côté, on a des scènes plutôt horribles, donc ouais, ça fait un mélange particulier. On revient au bon vieux DVD Mad Movies, donc Rawhead Rex, le monstre de la lande, donc d'après une histoire de Clive Barker. Quelque part en Irlande. En labourant son champ, un fermier libère accidentellement une créature monstrueuse enterrée là depuis la nuit des temps. Plongé au cœur du monde moderne, le monstre, doté d'une force incroyable et d'un appétit insatiable, va se venger des descendants des villageois qui l'ont jadis enseveli. Ensuite, on a The Ledge, donc un thriller que j'ai trouvé sympa. Donc c'est avec une alpiniste qui se fait poursuivre par un groupe de mecs et ils veulent la buter, tout simplement. Donc le film, il est un peu fauché avec ses fonds verts. Bon, c'est pas dégueulasse, mais on voit que c'est du fond vert et c'est un peu dommage vu le concept du film parce qu'on se retrouve en altitude. Bon, après il y a des paysages qui sont réels, mais il y en a d'autres, tu vois que c'est faux quoi, c'est du fond vert. Et les dialogues, bon, ça manque parfois de subtilité, surtout du côté des antagonistes. Donc ouais, c'est un peu gênant. Mais sinon, à côté de ça, le film se suit sans ennui. Il dure 1h22, ce qui est très bien pour ce genre d'histoire,
Alors après, il n'y a pas de twist, il n'y a rien de surprenant dans le récit, mais encore une fois, ça se suit bien, ça passe vite, et même si on ne suit qu'une seule victime, il y a quand même des moments dans les deux premiers tiers où je stressais un peu pour elle. Bon, après, on se doute bien que dans les deux premiers tiers, elle ne va pas mourir. Parce que c'est la seule victime. C'est plus vers la fin où là, tu peux commencer à stresser. Tu vas dire, putain, mais elle va survivre ou pas? Et il y a quand même aussi une dimension psychologique chez ce personnage-là. Donc, bon, rien de bien original aussi. Mais on va dire que oui, ça se suit bien. On passe à Benny t'aime très fort. Donc, quand ses parents décèdent subitement, Jack, 30 ans, doit se résigner enfin à grandir et prendre son envol. L'une des étapes pour y parvenir est de se débarrasser de Benny, son ours en peluche qui lui tient compagnie depuis sa plus tendre enfance. Mais Benny n'a pas l'intention de disparaître si facilement de la vie de Jack. Alors voici la dernière comédie avec laquelle je me suis bien marré, donc Coupé que j'ai découvert au cinéma. Alors après, je me suis pas encore fait le film original, mais ça ne va pas tarder. Donc j'ai bien aimé l'histoire, suivre cette équipe de tournage qui essaie de faire un film de zombies, et on nous montre que tourner un film, ce n'est jamais facile. Il y a des aléas qu'on doit savoir surmonter, mais à côté de ça, ça restait quand même très drôle. Alors, durant la première demi-heure, avec Axel et Héloïse, on s'est demandé, mais putain, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder comme film? Tu te dis, mais putain, mais c'est what the fuck? Et après, on nous explique ce qu'on a vu, et j'ai trouvé ça super intéressant. On passe au Jour de la Bête de Alex de la Iglesia. L'heure n'est plus à la normalité. Angel, prêtre spécialiste des écrits de l'Apocalypse, déchiffre que l'Antéchrist va naître demain, le jour de Noël. Pour rencontrer le malin, il garde sa soutane mais se livre au mal, le péché ne lui fait pas peur. Aidé de quelques compagnons hauts en couleur, il forme un commando prêt à tout pour sauver le monde. Et si ça marchait? Alors là, on va enchaîner avec plusieurs films que je n'ai pas encore vus, donc au niveau de mes achats, parce qu'après pour les cadeaux, il y en a quelques-uns que j'ai déjà vus. Donc, La Bête du Gévaudan. Alors, j'avais vu quelques extraits à la télé quand j'étais gosse, mais ça reste très vague. Donc, j'ai hâte de découvrir ce petit film. Surtout que j'en ai vu aucun sur La Bête du Gévaudan. Bloodsurf, alors lui, il me fait saliver parce que j'ai vu qu'il était sur le site de Nanarland. Donc, je vais m'éclater. Les témoins du mal que je ne connaissais pas du tout, donc je suis tombé dessus à la ressourcerie donc de la ville de Lure. Donc oui, je me suis dit pourquoi pas, allez, parce que j'aime bien le cinéma d'épouvante espagnol, donc je me suis dit celui-là pourrait me plaire. Après, rien n'est jamais sûr. Francesca et son mari viennent d'emménager dans une vieille demeure isolée pour élever leur enfant au calme. Mais très vite, des événements surnaturels se succèdent dans la maison et Francesca est en proie à des visions cauchemardesques. Avec l'aide d'un prêtre, elle va enquêter et découvrir la vérité. La vieille demeure était un internat catholique où ont été commises les pires atrocités. On passe à Wolf, que je voyais souvent dans les magasins quand j'étais gosse, mais je m'étais jamais vraiment intéressé au film. Et là, je me suis dit, allez, pourquoi pas. J'ai aussi pris Inheritance, que je connaissais de vue depuis plusieurs années déjà. Donc, j'étais au collège, je crois, et j'étais tombé dessus à la Fnac. Et le film m'intriguait, mais je l'ai pas pris pour je ne sais quelle raison. Et il y a pas longtemps, je suis allé chez Nose, et il y avait le DVD à 99 centimes, donc je me suis dit, allez, ça vaut le coup. Après, je vous cache pas que j'ai un petit peu peur de ce que je vais voir. Donc le film m'intrigue, mais en même temps, j'ai un peu peur, quoi. Donc je me suis dit, allez, 99 centimes, je vais prendre le risque. Donc à voir ce que ça va donner, mais encore une fois, je suis pas hyper rassuré. On continue avec Soif de sang, qui est une histoire de secte, de vampires. Donc mes grands-parents l'avaient en DVD. Je l'avais vu, mais honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Donc je considère que je ne l'ai pas vu.
Une nuit en enfer 2. Donc le premier, je le trouve très bon. Le 3, je l'ai déjà en DVD, mais j'attendais de me prendre celui du 2 avant de le découvrir. La série télévisée, alors j'ai vu la première saison qui était plutôt pas mal. Après, j'ai pas continué, mais il faudrait que je le fasse parce que je suis très en retard dans mon programme série télévisée. Je me suis aussi acheté Firestarter 2, Charlie la Vengeance. Alors le premier, je l'ai toujours pas vu, mais j'ai découvert la nouvelle version au cinéma, donc cette année. Alors je l'ai trouvé regardable. C'est un film que je trouve vraiment oubliable, même dispensable. Donc c'était pas mauvais, mais c'était pas non plus super quoi. Mais je l'achèterai pas en Blu-ray ou en DVD. Whiteout, alors c'est Goldie, donc Valentin et Ingrid de la chaîne des oubliés du cinéma d'horreur, qui m'ont donné envie de le découvrir. Donc je connaissais déjà l'affiche de vue, je crois même que l'un des anciens Mad Movies en avait parlé, si je dis pas de conneries, mais ça ne m'avait jamais vraiment donné envie. Et depuis la critique de Valentin et Ingrid, eh ben, j'ai vraiment envie de le voir. Caris Tetko, seule US Marshal assignée en Antarctique, voit sa paisible vie basculer le jour où elle découvre le cadavre d'un homme assassiné. Elle n'a que 3 jours pour résoudre l'affaire avant que le soleil ne se couche pour 6 mois. Mais dans la base désertée, c'est elle qui va devenir la proie du tueur. Alors celui-là aussi, je n'étais pas trop chaud à l'idée de le voir, mais des amis sur Instagram m'en ont donné envie. Donc, Fred, un vétéran de la guerre du Vietnam, et ses amis militaires doivent protéger une adolescente et le siège de l'organisation des vétérans de l'armée américaine contre un trafiquant de drogue et son armée. Pour les anciens militaires, cette bataille s'annonce comme la plus difficile de leur carrière. On continue avec un film de Stuart Gordon, donc un réalisateur que j'adore. Brandy est une jeune femme qui vit à 100 à l'heure. Une nuit, alors qu'elle rentre d'une soirée arrosée, elle percute très violemment un inconnu avec sa voiture. L'homme vient littéralement s'encastrer dans son pare-brise. Chose incroyable, il respire encore. Mais terrifiée à l'idée de partir en prison, Brandy commet l'impensable. Elle décide de le laisser agoniser dans son garage. Mais c'est surtout ce qui est écrit au recto qui m'intrigue encore plus. Donc l'accident est hallucinant, la suite est encore pire. Ensuite, je vous présente Kill List. Donc c'est Mad Movies qui m'a donné envie de le découvrir. Donc ça fait un sacré bout de temps qu'il est sur ma liste. Donc, ancien soldat devenu tueur à gages, Jay reçoit de son étrange nouveau client une liste de personnes à éliminer. À mesure qu'il s'enfonce dans l'univers sombre et inquiétant de sa mission, Jay commence à perdre pied. Peur et paranoïa le font plonger irrémédiablement au cœur des ténèbres. Alors lui, je l'avais totalement oublié, donc je voulais le voir depuis très longtemps. Donc j'ai découvert son existence grâce au magazine, vous savez, les programmes télé. Donc c'était chez mes grands-parents. Donc à l'époque je crois que j'étais encore à l'école élémentaire. Donc j'étais déjà fan du cinéma asiatique. Et ouais, celui-là c'est un thriller qui me donne énormément envie. Et donc il y a pas longtemps, je suis tombé sur le DVD. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai, je devais le voir et tout. Séoul. Des sacs poubelles remplis de cadavres démembrés sont découverts dans la ville. Le jeu est des plus macabres. Les policiers comprennent rapidement que celui qui découvre un nouveau cadavre est la victime suivante. Mais le mobile reste obscur jusqu'à ce que le détective Cho rencontre Soo-yeon Chae, une jeune et séduisante artiste qui se révèle être un nouveau lien entre tous ces meurtres. Ensuite, je passe au cadeau. Donc, il y en a encore 3 autres, mais les 3 autres films, je les ai pas encore vus. Alors, Don't Breathe 2, je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Je pensais que ça allait être simplement une petite suite sympa, mais sans plus. Et en fait, pour moi, c'est un divertissement de haute qualité. Alors oui, le vieil aveugle a tendance à prendre le dessus miraculeusement face à ses adversaires. Je trouve que ouais, il s'en sort un peu facilement à certains moments, mais c'est un reproche que je faisais déjà au premier film aussi.
Donc bon. Et oui, c'est une suite qui n'était pas du tout utile, mais je l'ai trouvée vraiment divertissante. J'ai bien aimé le fait que l'histoire se déroule en partie du point de vue de l'aveugle, et on n'en fait plus trop un antagoniste, on en fait aussi une victime. Donc c'est un peu comme dans Esther 2, The Devil's Reject, et dans d'autres suites. Donc ça nous permet de voir le personnage sous un autre angle. Donc moi j'ai trouvé ça cool. Il y a un très bon suspense. Et ouais, il y a de bonnes scènes de tension, surtout dans la première partie, la scène du cache-cache, quand la gamine, elle essaie de se planquer dans la baraque, et en fait ça se fait en plan séquence, et j'ai adoré. Donc il y a les mecs qui débarquent dans la maison, ils cherchent la gamine, et elle se cache sous le lit, sous le meuble et tout. Et franchement, c'était super bien fait. Et dans la dernière partie, on nous balance un twist vraiment tordu qui augmente le niveau de suspense du film. Et ouais, j'étais très surpris. Je m'y attendais absolument pas à ce twist. Donc ouais, c'est un très bon divertissement que je me referai encore et encore. Ensuite, Nightmare Island, que j'ai bien aimé. Donc l'histoire est très dense. Il y a beaucoup d'éléments, il y a pas mal de péripéties. J'ai bien accroché. Et les personnages, même s'ils n'ont rien d'exceptionnel, eh ben, je les ai trouvés agréables à suivre. Donc ils avaient leur personnalité, leurs souhaits. On leur donnait suffisamment de temps à l'écran pour qu'ils soient un minimum développés. Et puis on a un twist final que j'ai bien apprécié, même si ça ne colle pas trop avec certaines scènes, mais l'idée m'a plu. Et on termine au niveau des cadeaux que j'ai vus. Donc on termine avec Antebellum, que j'ai découvert au cinéma. Alors lui, c'est comme Ghostland, Life Origin Inconnue et Jane Doe Identity, et aussi The Last Girl. Donc c'est un film que je n'attendais pas spécialement. Mais je me suis dit, allez, je vais quand même le voir. Et waouh, j'ai adoré. Donc au départ, je pensais qu'on allait s'aventurer sur les terres d'un genre en particulier, et en fait pas du tout. Donc on nous balance un twist en cours de route qui m'a impressionné. Donc tellement c'était bien conservé, c'était bien préparé. Donc ouais, j'ai adoré. Donc super film. Et on termine avec les trois derniers cadeaux. Alors, The Lodge. Un frère et une sœur viennent de subir un traumatisme épouvantable. Leur père décide de leur faire passer quelques jours avant Noël dans un chalet isolé en pleine montagne où ils seront gardés par leur nouvelle belle-mère, une jeune femme séduisante rescapée d'une secte. Entre les enfants et la marâtre s'installe un climat malsain. On continue avec Enragé. Mauvaise journée pour Rachel. En retard pour conduire son fils à l'école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick-up s'arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s'excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre. La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar. Alors lui, je sens qu'il va me faire stresser de ouf. Donc dans le même genre, j'avais bien aimé Le tueur de l'autoroute. Et ouais, j'ai hâte de me faire aussi celui-là. Et on termine avec The Only Child, l'enfant unique. Fuyant un passé douloureux, Sarah emménage avec son fils Chris au milieu des bois. Au cours d'une balade, après l'avoir perdu de vue, elle retrouve Chris au bord d'un énorme gouffre dont elle ignorait l'existence. Troublée par cette découverte, Sarah voit dès lors son quotidien vaciller. Son enfant adopte un comportement étrange, tantôt lunaire, tantôt menaçant. Elle ne le reconnaît plus. Sarah est alors prise d'un doute tétanisant. Est-ce bien son fils qu'elle a retrouvé ce jour-là après leur balade? Alors, avant de vous quitter, sachez que même si j'arrête les vidéos sur YouTube, je resterai quand même actif sur Instagram. J'arrête YouTube parce que je dois me concentrer sur autre chose, mais à côté de ça, je resterai présent sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous en avez envie. Donc, je fais des petites critiques sur tous les films que j'ai vus récemment. Donc, des critiques à l'écrit. Et je poste aussi autre chose.
mais toujours en rapport avec l'horreur, bien sûr. Et pour la page Facebook, il faut vraiment que je règle cette histoire de mot de passe. Et puis, enfin, il y a des trucs aussi qui vont pas, donc il faut que je règle tout ça. J'arrête pas de le dire, il faut vraiment que je m'y mette. Mais je suis surtout sur Instagram. Voilà, j'arrête les vidéos YouTube, mais ce n'est pas définitif. Voilà, donc je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des films et des séries que je vous ai présentés. Et puis, je vous fais de gros bisous. Salut!